Cette femme n'avait jamais payé ses repas. Elle renversait délibérément sur le sol le ketchup qu'elle venait de remplir. Quand personne ne faisait attention, elle marchait directement dessus. De cette façon, non seulement elle ne payait pas, et le patron devait lui donner de l'argent. Après cela, elle ouvrait le coffre de sa voiture, enlevait les sangles utilisées pour escroquer les gens. Le coffre était rempli d'outils pour simuler des accidents. Cet homme venait d'acheter une grande télévision. Quand Marie l'a vu, elle a immédiatement souri. Après que les hommes soient montés dans la voiture et aient voulu faire marche arrière, la télévision bloquait sa vision arrière. Alors, l'homme observait attentivement le rétroviseur et ne commençait à reculer qu'après s'être assuré qu'il n'y avait personne derrière. Mais soudain, un cri a retenti de l'arrière. Les hommes sont rapidement sortis de la voiture pour vérifier. À ce moment-là, Marie s'était déjà allongée par terre. Quand elle a vu les hommes approcher, a immédiatement déclaré que sa jambe était cassée et qu'il ne pouvait pas partir sans lui verser une indemnisation. Les hommes n'ont hésité qu'un instant. Et puis Marie a dit qu'elle avait une commotion cérébrale et a commencé à crier. De cette façon, les hommes ont payé à Marie une somme pour frais médicaux. En voyant le montant, Marie a souri avec suffisance. D'après cela, Marie a jeté son dévolu sur une femme portant des vêtements de créateur. C'est à nouveau rendu à l'arrière de la voiture, portée par une voiture qui passait à ce moment-là. La femme ne savait pas ce qui se passait derrière elle et a continué à reculer. En conséquence, la voiture a roulé sur son corps. En plein milieu du braquage, un collègue qui avait terminé sa journée est soudainement revenu pointer. David, occupé à transporter les liasses de billets, n'avait rien remarqué. En entendant du bruit, le collègue s'est approché et a découvert que c'était David. Au vu de la situation, même un idiot aurait compris ce qui se passait. En voyant son collègue, David s'est instantanément tendu, portant déjà la main à son arme à la ceinture. Mais le collègue a simplement cru qu'il faisait des heures supplémentaires. Une fois le collègue parti, David a repris le transport des billets. Cela lui a pris 2 heures complètes, jusqu'à la tombée de la nuit, pour finalement remplir toute la camionnette. Une fois terminé, David s'est empressé d'arracher les caméras de surveillance du coffre-fort et de voler les bandes d'enregistrement. Mais il a justement oublié la dernière caméra. À ce moment-là, David avait déjà hâte de célébrer, exécutant une belle danse entièrement filmée par la caméra de surveillance. Comme la camionnette était trop remplie de billets, la porte arrière ne pouvait pas se fermer. David n'a eu d'autre choix que de se faufiler dans le coffre pour tenter de réorganiser le tout. Mais la porte s'est soudainement refermée automatiquement. Impossible de l'ouvrir de l'intérieur. David venait de s'enfermer lui-même. Pour couronner le tout, la radio était à l'extérieur. C'était vraiment la catastrophe. Même les policiers n'étaient pas encore arrivés qu'ils s'étaient déjà mis hors d'état de nuire. Mais avec une camionnette pleine de billets, comment David aurait-il pu abandonner si facilement? Il a décidé de passer par la petite fenêtre de la cabine du conducteur. S'il n'y avait pas d'imprévu, c'est qu'il y aurait forcément un imprévu. Et en effet, il s'est retrouvé coincé par son gros derrière. En voyant le ruban adhésif sur le siège passager, David a eu une autre idée. Il a attaché les billets ensemble et les a fixés à sa main. Puis, d'une main, il a allumé le moteur, utilisant les billets pour appuyer sur l'embrayage. Le moteur a démarré avec succès. Après une série de zigzags, la camionnette s'est finalement immobilisée dans un fossé. Le complice n'a pas du tout prêté attention à David, ouvrant directement le coffre. À la vue de la camionnette remplie de billets, il en est resté bouche bée. Selon le plan de Jacques, le suspect numéro 1, David, devait fuir au Mexique le temps que les choses se tassent. Une fois l'argent partagé, Kelly le rejoindrait. Pour passer les contrôles de sécurité, elle a fourré 20 000 $ en liquide dans les vêtements de David, muni d'une fausse pièce d'identité préparée à l'avance. Il s'est dirigé directement vers l'aéroport. À son arrivée, l'accoutrement de David a fortement indisposé le personnel, qu'il a laissé passer les contrôles de sécurité sans fouille corporelle. Il faut dire que même si sa tenue était bâclée, elle était plutôt efficace. À peine David parti, les autres ont commencé à compter l'argent du braquage. Il y en avait pour pas moins de 17 millions $. Même plusieurs grands bacs en plastique ne suffisaient pas à tout contenir. Les policiers n'étant pas idiots, ils ont rapidement compris que c'était David le coupable. Pendant ce temps, David, vêtu d'un costume de cow-boy criard, profitait du soleil, de la plage et d'une chambre avec vue sur la mer. Il n'arrêtait pas de presser Kelly de venir le rejoindre. Mais elle était à 1000 lieues d'imaginer que Jacques, afin de garder tout le butin pour lui, l'avait dénoncé. Bien que réticente, Kelly n'a eu d'autre choix que d'accepter. La police internationale n'a pas mis longtemps à arriver à l'hôtel. Heureusement, David, agile, a sauté du bateau au moment crucial pour s'échapper, évitant ainsi le pire. Jacques, pensant s'être enfin débarrassé de cette épine dans le pied, a commencé à dépenser follement avec toute sa famille. Maison de luxe, voiture de luxe. Chaque jour il vivait au milieu des liasses de billets, jusqu'à ce que David l'appelle à nouveau. Il a alors réalisé que ce type avait échappé à la traque policière. David, ignorant totalement qu'il avait été trahi et ne connaissant pas la véritable identité de Jacques, a demandé à Kelly de lui envoyer à nouveau de l'argent. C'est alors qu'il a trouvé une carte de club de sport dans le portefeuille donné par Kelly, découvrant la véritable identité de Jacques. Furieux, Jacques savait que si David se faisait prendre, lui aussi aurait des ennuis. Alors il a pris une décision radicale, prévoyant d'engager un tueur pour éliminer le problème à la racine.